Mesdames et messieurs, merci de m'accueillir virtuellement pour ce séminaire au cours duquel nous allons partager une réflexion sur la posture et l'imposture des ressources humaines. Je suis Stéphane Effliguer, je suis psychosociologue de formation. J'ai travaillé tout d'abord dans le champ bancaire pendant quelques années, notamment à la Banque cantonale vaudoise, puis j'ai fait un passage durant 3 ans au sein de l'administration publique où j'étais le collaborateur personnel de la première ministre de l'économie cantonale vaudoise. Ensuite, j'ai pris la responsabilité du département consulting pour KPMG pour la Suisse romande. Enfin, durant une quinzaine d'années, j'ai été directeur des ressources humaines au sein d'instituts bancaires internationaux avec un rayonnement européen. J'ai également publié un livre il y a 2 ans maintenant, intitulé DRH et managers levez-vous, vie et mort des organisations, que vous trouverez dans les librairies, soit sur Amazon, soit chez votre libraire habituel. Je souhaite ici partager quelques réflexions exploratoires sur la fonction des ressources humaines à la faveur non seulement du Covid-19 qui nous occupe, mais aussi pour préciser quel est le rôle des départements RH, leur positionnement et leurs enjeux aujourd'hui au sein des organisations. Notre méthodologie est assez simple, il s'agira d'aller voir sous le capot du moteur des ressources humaines pour comprendre dans le fond ce qui s'y passe, car je pense que c'est en démontant les processus RH que l'on comprend réellement leur positionnement au sein de l'organisation. Je mobiliserai ici 3 regards congruents, le regard évidemment du consultant, puisqu'aujourd'hui je travaille au sein du cabinet Vicario, mais j'ai travaillé plusieurs années, je vous l'ai dit, chez KPMG. Je mobiliserai ici le regard du praticien, du DRH, puisque pendant notamment une quinzaine d'années chez Espirito Santo, j'ai été le responsable des ressources humaines pour l'Europe. Et puis, je partagerai également le regard de l'universitaire critique, puisque j'enseigne régulièrement à l'université, notamment à l'université de Lausanne. Un mot sur le cabinet qui m'emploie. Vicario, c'est une équipe. Nous sommes une petite quarantaine. Et puis, c'est une équipe qui a une présence nationale, puisque nous sommes présents dans les principales villes de Suisse, comme vous pouvez le voir. Enfin, une petite précision sur ma posture. Je ne suis pas un gourou, je parlerai ici sans filtre. Et nous sommes dans de la formation pour adultes, c'est-à-dire dans du partage d'expériences. Vous trouverez également quelques documents pédagogiques sur mon site internet éponyme www.stéphaneeffliguer.com. Le plan de l'intervention est simple, il s'articule en 3 parties. La première partie, une partie historique, répondra à la question de quel département RH parle-t-on. La seconde partie, une partie de l'intervention, probablement le cœur de l'intervention, dédiée à quel type d'innovation les départements ressources humaines peuvent-ils se prévaloir au sein des organisations. Autrement dit, quelle est la valeur ajoutée de ce type de département. Et puis, troisième partie de l'intervention, troisième séquence pédagogique, je partagerai avec vous un modèle, le modèle E, qui permet d'éclairer les enjeux contemporains des départements ressources humaines au sein des organisations aujourd'hui. Abordons, si vous le voulez bien, la première partie. De quoi parle-t-on? Mobilisons rapidement l'histoire. Depuis les années 50, 2 types de départements RH se concurrencent au sein des organisations. Il y a tout d'abord le DRH qui se positionne comme un créateur de valeur. Il s'agit de la position forte, de la position idéale. Et à contrario, la position de support, le service du personnel qui est perçu comme un administrateur de coûts. La position forte et idéale, vous la connaissez, c'est le DRH qui réfléchit sur la valeur ajoutée, DRH, qui gère la nature des emplois et des compétences, qui coach, soutient la direction générale, qui réfléchit sur la performance individuelle et d'équipe, qui tente de faire de l'organisation une organisation apprenante, qui réfléchit sur les nouvelles formes d'organisation du travail, qui
se déclare responsable de la culture d'entreprise, qui réfléchit aux nouvelles formes d'organisation, donc à la capacité de mettre en pouvoir les collaborateurs et les cadres. Bref, c'est une position forte, c'est une position probablement idéale, qui inspire beaucoup de DRH aujourd'hui, mais qui est relativement peu implémentée dans les termes. A contrario, vous avez la position de support beaucoup plus classique, qui est le service du personnel, considéré comme un administrateur de coûts, c'est-à-dire un service de taille généralement restreinte, concentré sur les tâches strictement administratives, notamment sur la rémunération, autrement dit la paye, avec généralement des tâches un peu plus complexes comme la gestion de la prévoyance professionnelle, la gestion des assurances sociales ou même le recrutement qui sont outsourcés à des partenaires externes. D'un côté, on essaie de créer de la valeur avec les teams qui sont présents. Forcément que c'est un scénario un peu plus coûteux. De l'autre côté, on regarde plutôt dans le rétroviseur et on essaye de gérer au mieux les coûts. Ainsi que la DRH, créateur de valeur, est centré davantage sur le futur, alors que le service du personnel est beaucoup plus, je dirais, axé présent et se conduit en regardant dans le rétroviseur les chiffres du passé. Évidemment que du point de vue de la proactivité, si vous souhaitez être un DRH partenaire stratégique de la direction générale, vous êtes obligé de quitter le strict périmètre administratif de votre métier pour devenir un créateur de valeur, tout en sachant, et cette slide est très importante, que le DRH sera toujours évalué en premier lieu sur sa capacité à gérer de manière administrativement propre les processus clés qui lui sont dédiés, notamment les salaires, la caisse de pension, les assurances sociales, la présence et les absences et la formation. C'est seulement après avoir véritablement mis sous maîtrise ces processus clés qu'il pourra s'imposer comme partenaire stratégique auprès de la direction générale et prendre du pouvoir et de l'influence au sein de son organisation. Mais de quelle valeur ajoutée les DRH peuvent-ils se prévaloir au sein de leur organisation? J'en ai distingué 3 que je vais rapidement définir ici. Tout d'abord, une innovation sociale. Deuxièmement, une innovation stratégique et troisièmement, une innovation procédurale. Si je les décris très rapidement, pour l'innovation sociale, j'ai distingué 7 processus clés qui permettent au DRH et au département RH au sens large de générer de l'innovation sociale, de la valeur ajoutée sociale au sein de l'organisation. Il s'agit donc, pour générer de l'innovation sociale, dans ma perspective, de s'engager pour favoriser une culture d'entreprise spécifique. Deuxième axe, pour développer une politique de la santé, une politique de la famille, notamment pour les entreprises familiales, qui en Suisse, vous le savez, représentent un pourcentage très élevé du tissu économique. Une politique évidemment de l'équité salariale, non seulement entre les hommes et les femmes, de genre, mais structurelle, toutes fonctions confondues. Une politique de la diversité, c'est le 5e thème. Une politique de la communication, enfin, une politique de stage à valeur ajoutée qui donne la chance aux jeunes d'entrer dans des positions sans avoir l'impression d'être exploités par l'organisation et qui leur permettent, dans le fond, de faire leurs premières armes au sein des entreprises dans une démarche apprenante. Si vous vous engagez dans la culture, dans la santé, dans la famille, dans l'équité salariale, dans la diversité, dans la communication interne et externe, et dans des politiques de stage à valeur ajoutée, en plus des processus clés strictement administratifs évoqués tout à l'heure, la paye, etc., alors là, vous commencez à générer de l'innovation sociale au sein de l'organisation et vous commencez à prendre des leviers, à prendre le lead sur un certain nombre de sujets. Parce que la réflexion sur la culture, c'est-à-dire qui vise à diffuser les valeurs, la politique de la santé, qui vise à faire du travail un espace santé et non pas un espace de la souffrance,
La politique de la famille qui vise à concevoir nos collaborateurs comme des personnes ayant possiblement des familles. La politique d'équité salariale qui vise à développer une politique de rémunération soucieuse de cette thématique, la politique de la diversité qui vise à donner une chance à chacun, la politique de la communication, la politique de stage, eh bien, en termes d'innovation sociale, elle s'exprime par la création de liens forts entre les collaborateurs et l'entreprise, entre les collaborateurs, l'entreprise et la direction générale. Le deuxième type d'innovation, outre cette innovation sociale, qui est probablement l'une des plus importantes au sein des entreprises qui veulent s'inscrire dans la durée, c'est l'innovation stratégique. Par innovation stratégique, j'entends 6 processus qui permettent au département ressources humaines d'être engagé dans le corps même de l'activité d'affaires de l'entreprise qui vous emploie. Si vous travaillez au sein d'une banque, comme tel était le cas pour votre serviteur, eh bien, le fait même que le DRH participe à la définition de la stratégie de la banque au sein du comité de direction de l'établissement donne au DRH une certaine capacité d'influence, une certaine force, un certain engagement qui lui permet d'exprimer au mieux ses talents et de positionner au mieux le département des ressources humaines dans le concert des autres fonctions au sein de l'établissement. Le deuxième processus qui génère de l'innovation stratégique, c'est la gestion des talents et notamment la gestion des key people. Le troisième élément, c'est la politique de recrutement. Je suis très critique vis-à-vis des processus de recrutement en Suisse romande. Je trouve qu'ils sont moyenâgeux. Si vous recrutez correctement, vous vous économisez un nombre de problèmes considérables en aval. La politique de recrutement est probablement l'un des processus clés les plus importants du fonctionnement d'une bonne organisation. La politique de formation, la politique de rémunération, et puis la politique d'évaluation, non seulement des performances, mais des compétences. Ces 6 processus-là, la stratégie, les key people, le recrutement, la formation, la rémunération et l'évaluation des performances, sont des processus qui permettent au DRH de s'engager sur l'innovation, sur la valeur ajoutée stratégique. Stratégique, pourquoi ? Parce que ce sont des processus qui font une différence folle dans le succès ou dans l'échec du fonctionnement d'une organisation. Parce que lorsque vous participez à la stratégie, eh bien, vous permettez au département RH d'être en avance sur les décisions qui sont prises par le board. Lorsque vous gérez les talents, eh bien, vous engagez des compétences qui font la différence jour par jour sur la place de travail. Lorsque vous recrutez des compétences, et si vous recrutez correctement, vous nourrissez le portefeuille de compétences de l'organisation. Lorsque vous formez, lorsque vous rémunérez, lorsque vous évaluez, en réalité, vous créez beaucoup de valeur. Donc, vous vous souvenez, dans la première partie, j'ai montré que l'innovation sociale visait à créer du lien. Eh bien, ici, l'innovation stratégique, par ces 6 processus spécifiques, permet au DRH et à son équipe de créer de la valeur au sein de l'organisation. Il y a encore un troisième thème, l'innovation procédurale, que je ne souhaite pas développer ici, mais que j'aborde parce qu'il a vraiment son importance. Vous savez qu'une organisation, eh bien, ce sont des hommes et des femmes qui probablement s'articulent et s'expriment autour d'une feuille de route. Et cette feuille de route permet aux uns et aux autres de réaliser un certain nombre de missions, ces missions étant conduites, structurées, vertébrées autour d'un corps de processus. Ces processus visent à créer de l'efficacité et probablement qu'au sein des organisations, les personnes en charge de piloter, de construire, de définir, d'affiner, de simplifier les processus ont un rôle méritoire parce qu'ils participent à créer de la performance à leur manière. J'ai parlé donc de cette première séquence historique où j'ai distingué la partie du DRH créateur de valeur avec presque en l'opposant avec le service du personnel qui crée non pas de la valeur mais qui administre les coûts. J'ai distingué 3 types de valeur ajoutée, de l'innovation sociale, de l'innovation
procédurale et de l'innovation stratégique. Il reste maintenant à vous présenter sous la forme d'une synthèse le modèle est annoncé au départ. Je pense que aujourd'hui les directeurs des ressources humaines ont un enjeu quadruple que je synthétise autour du modèle est. Le premier est, c'est élever le niveau et voir au grand. Je pense qu'aujourd'hui, un DRH qui se respecte, qui souhaite être un partenaire stratégique au sein de l'organisation, doit probablement mettre passablement d'énergie pour élever le niveau de fonctionnement des organisations, le niveau des qualifications, le niveau des compétences, le niveau de la moralité des affaires, de l'éthique, le niveau de l'audace d'entreprendre. Je pense que sur cet axe-là, sur ce plan-là, beaucoup peut être encore fait pour accroître le niveau d'exigence des organisations. Deuxièmement, vous le verrez lorsque vous développerez votre carrière à travers des stages ou des positions, vous constaterez que les organisations sont passablement sclérosées, notamment par des formes d'organisation très traditionnelles, classiques et claniques qui les structurent. Je pense que c'est le moment aujourd'hui, et le DRH pourrait se donner cette mission, d'élargir les murs intérieurs, de métisser les cahiers des charges, de jeter des ponts entre les silos, d'instiller de l'entreprise libérée, de déconstruire les baronnies étanches, et puis d'élargir le regard sur les différents métiers qui font de l'entreprise aujourd'hui. Il y a donc un sacré toilettage interne à entreprendre. Et le DRH n'est pas le moins bien placé pour emmancher ce type de projet. Troisième thème, exiger davantage de toutes les parties prenantes. C'est un thème qui résonne avec le premier item que j'ai partagé avec vous, mais à la fois les collaborateurs, les directions générales, la tranche des administrateurs qui n'est pas encore totalement professionnalisée, mais aussi les clients et les fournisseurs, je pense que peuvent davantage s'aligner pour optimiser le fonctionnement des organisations. Il y a énormément à faire, à créer de la vision partagée, à créer de l'esprit d'équipe, à créer de la performance simplement en apprenant à mieux travailler ensemble. Enfin, je pense que l'organisation a un rôle social. Et je pense que le Covid-19 nous a montré qu'aujourd'hui, les métiers qui nous ont permis dans le fond de traverser cette crise avec un peu d'élégance et d'humanité sont probablement des métiers qui n'ont pas les faveurs des organisations au point de vue de la reconnaissance sociale, mais également au point de vue salarial. Donc je pense que l'entreprise, non seulement l'entreprise sociale, mais le DRH, de par son rôle même, devrait réfléchir à enrôler plus large et à véritablement faire en sorte que chacun ait une vraie place reconnue comme telle au sein de l'organisation auquel il participe à donner une direction qui se devrait être humaine, puisque c'est le seul dans l'organisation qui porte ce magnifique titre, cette magnifique fonction étrange de directeur des ressources humaines. Je vous remercie de votre attention. Vous pouvez m'adresser vos questions par courriel ou par SMS. J'y répondrai avec plaisir. Excellente poursuite de carrière à vous tous, en vous remerciant.